La géopo, c'est quoi F6 ou 7 au concours. Donc autant dire que c'est une matière importante qu'il faut pas négliger. C'est aussi la matière dans laquelle il y a le plus de trucs à apprendre. Et du coup, ça peut être à la fois la matière la plus intéressante à travailler, comme la matière la plus fatigante parce que juste il y a une charge de travail énorme. Et t'es obligé d'avoir plein d'éléments factuels et ça fait un truc énorme à la fin et il faut tout retenir. Du coup, c'est compliqué. Et la géopo, c'est aussi ce que j'appelle une matière à déclic. C'est-à-dire que tes progrès, tu vas pas les voir d'un coup, d'un DS à l'autre. Tu montes pas d'un DS à l'autre. C'est juste sur le long terme, tu progresses, t'apprends. Et vu qu'il y a plein de trucs à apprendre et qu'il y a une méthode très compliquée à suivre, tes progrès, tu les vois pas direct, mais tu les verras peut-être dans 2 ou 3 DS. Donc t'inquiète pas si après cette vidéo, ton prochain DS de géopo, tu montes que d'un point, voire de 0 points. Ce qui compte, c'est le long terme et c'est que au concours, tu réussisses tes dissertes de géopo. Dans cette vidéo, je vais te montrer dans un premier temps la méthode de la dissertation de géopo. Et en vrai, c'est peut-être la partie la plus importante parce que la plupart des élèves ratent la géopo parce qu'ils ont même pas l'humilité de suivre la méthode. Ils pensent que sans la méthode, ils vont pouvoir y arriver et du coup, ils se ratent. Et dans une deuxième partie, je vais te montrer la méthode de travail. Comment chez toi, tu travailles la géopo. Comment moi, j'ai fait pour réussir aujourd'hui à avoir des bonnes notes en géopo. Partie 1, la méthode. Si tu as vu ma vidéo sur le concours, tu le sais déjà, mais je vais quand même te le rappeler. Au concours, il y a 4 épreuves de géopo. La première, c'est l'épreuve d'écrit-com. Donc à l'épreuve d'écrit-com, tu vas recevoir un document avec un sujet, avec des documents en plus et avec des questions. Les questions en général sont là pour t'aider à faire le sujet si tu galères un petit peu. Si t'as pas vraiment d'idée, tu fais les questions en premier et en fait, en répondant aux questions, tu vas trouver des solutions au sujet et ça va te donner des idées. Il y a aussi la possibilité de faire un commentaire de carte, mais c'est un peu un piège parce que tout le monde pense que c'est facile, alors qu'en fait, c'est super compliqué. Il y a une méthode très compliquée du commentaire de carte et du coup, la plupart des gens qui prennent le commentaire de carte le ratent. La deuxième épreuve, c'est celle de GEM. Donc ça, c'est un peu bizarre. En gros, c'est une dissertation libre et donc tu fais un peu ce que tu veux sur ta copie du moment que tu rends quelque chose. C'est pour qu'il y ait des candidats qui puissent s'amuser un petit peu. Il n'y a pas vraiment de méthodo du coup pour celle-là. Ensuite, il y a la dissertation de type ESSEC et EDEC. Ça, c'est juste en 4 heures, une dissertation. T'as juste un sujet, des documents et tu te débrouilles. Et maintenant, l'épreuve qui nous intéresse le plus, parce que c'est la plus compliquée, c'est l'épreuve HEC ESCP, où en gros, en 4 heures, non seulement t'as ta dissertation, mais en plus t'as une carte. Il faut que tu fasses les deux en 4 heures. Donc en règle générale, si t'es dans une prépa où la plupart des élèves visent le top 3 ou le top 5, tes profs vont surtout t'entraîner à la type HEC ESCP, parce qu'en vrai, si tu sais faire une disserte en 3 heures, tu sais la faire en 4 heures. Pour la dissertation, il y a une méthode très précise à suivre. Et à l'écran, je vais t'afficher un exemple d'une de mes copies où je vais te montrer le découpage exact. Tout d'abord, il faut que tu annonces ton argument avec les termes du sujet. Là, mon sujet, c'était les relations États-Unis-Russie, une nouvelle guerre froide, point d'interrogation. C'est-à-dire que là, mon argument, c'était de dire qu'il y a des héritages historiques qui aujourd'hui font qu'il y a une rivalité entre États-Unis et Russie, et ces héritages historiques viennent de la guerre froide, notamment la différence de modèle démocratique. Et donc en fait, je dis tout d'abord la tension qui semble de plus en plus bélogène entre États-Unis et Russie provient d'une différence idéologique qui puise son héritage dans l'histoire et donc au moins en partie dans la guerre froide. Donc là, il y a les 3 termes du sujet qui sont apparus. Ensuite, tu vas devoir expliquer ton argument. Et donc là, j'explique que la Russie c'est quasiment un état totalitaire. Je montre en quoi la Russie c'est un état très autoritaire, etc. Alors que les États-Unis sont le champion de la démocratie, blablabla. Ensuite là, tu vas donner des exemples et des références. Donc là, les exemples ils arrivent un peu plus tôt parce qu'en fait, c'est des exemples qui illustrent ce que je veux dire sur la Russie. Du coup, j'allais pas les mettre en dessous des États-Unis. Ça fait un peu bizarre. Donc là, j'ai juste coupé en fait entre Russie et États-Unis pour montrer les différences. Et à la fin de mon exemple sur la Russie, j'ai une ref, Anna Politkovskaya, Tchétchénie, le déshonneur russe. Ça, c'est mon exemple. Et à la fin, une fois du coup que tu as introduit avec les termes, expliqué ton argumentation, donné un exemple et ou une ref, tu conclus en reprenant ton argument avec les termes du sujet. Et donc là, ma dernière phrase, c'est cette opposition idéologique rappelle la guerre froide et tire en partie ses racines de la guerre froide. Là, il y a le terme du sujet, il y a le cœur du sujet. Je montre bien au correcteur que j'ai compris ce que c'était le sujet et que cette sous-partie aide dans le traitement du sujet. Ensuite, je te conseille de t'entraîner à la carte. Parce que même si par exemple, tu sais que HEC c'est mort mais qu'il y a peut-être une chance pour avoir les decks, bah en vrai, à tout moment, s'il y a une chance d'avoir les decks, il y a peut-être une chance d'avoir le SCP. Du coup, t'as pas grand chose à perdre à essayer de faire des cartes. Au pire, tu sais faire une disserte en 3 heures, donc tu sais la faire en 4 heures. En 4 heures, elle sera juste un peu plus longue et un peu mieux. C'est pas très compliqué. Donc les attendus d'une carte, une belle carte, ça ressemble plus ou moins à ça. Et donc ouais, c'est assez compliqué. Et surtout pour la carte, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une carte soignée. Moi, je sais que c'est mon plus gros problème et que la carte que tu vois là, c'est la carte de la correction que j'ai refaite par la suite. Mais en fait, pour la carte, il y a déjà 3 types de figurés. Les figurés linéaires, donc c'est par exemple les flèches, comme là tu vois, action de la Russie dans son étranger proche. Ou alors c'est par exemple des cernes, comme zone de forte présence russe. Ensuite, t'as les figurés ponctuels. Donc ça, c'est juste des petits trucs que tu rajoutes. C'est par exemple les dépenses militaires, c'est les puissances nucléaires, c'est les sièges du FMI, de la BRICS, New Development Banks et de
A, I, B. Et ensuite, tu as les figurés de surface. Et ça, c'est juste du coloriage de couleurs et des hachures et ou des points. Ce que je peux te conseiller de faire pour t'améliorer, c'est de regarder dans la grande géocopie de Major Prépa et tu regardes les copies avec des bonnes notes en géopo de l'ESCP-HEC et tu regardes s'ils n'ont pas des figurés un peu originaux pour la carte. De cette carte, tu peux par exemple tirer les petits points qui permettent de superposer plusieurs figurés de surface sans que ce soit trop lourd, même si en vrai là je pense que j'ai un peu abusé des petits points. Et aussi par exemple les jauges pour donner des indicateurs, là c'est les dépenses militaires, mais en fait tu peux mettre des indices de n'importe quoi avec des jauges. Et en général les stats, soit tu les apprends, parce que c'est des stats que tu as vu dans ton cours, soit c'est des stats qui vont juste être données par les documents. C'est mieux si c'est des stats extérieures, parce que du coup ça fait juste un peu branleur si tu utilises que des trucs des documents, mais en vrai tu as le droit d'utiliser les stats des documents, et les documents ils sont un peu là pour ça aussi. Pour progresser, il faut aussi que tu t'entraînes beaucoup, que tu fasses juste beaucoup de cartes. Essaye juste à chaque fois que tu as un DS de faire la meilleure carte possible et de pas la délaisser, parce que mine de rien la carte c'est sur 5 points. Et même si en vrai, si tu as une bonne dissert et ta carte est nulle à chier, tu auras quand même une bonne note. Et en vrai de vrai, j'ai vu des copies sur Major Prépa qui avaient une carte dégueulasse et qui avait quand même 19. Donc c'est possible, ça dépend aussi du paquet de copies. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de faire une belle carte. Si tu as une belle carte bien soignée et que tu arrives en plus à la faire rapidement, sans que ça te bouffe trop de temps pour la disserte, c'est vraiment le mieux. Pour la légende, il faut que tu fasses 2 ou 3 parties et que tu mettes ton titre en dessous de la légende et que la légende en fait elle soit dans le sens de la carte. Donc là la carte elle se regarde de manière horizontale, donc si tu déplies le papier en fait c'est aligné. Si la carte elle se regardait de façon verticale, c'est-à-dire qu'en gros faut que ta légende elle soit aussi verticale et pas qu'elle soit horizontale, comme ça le correcteur il a pas à tourner la tête comme un con et tout, ça le fait chier. Maintenant je vais passer un peu de temps aussi sur ce que tu fais au brouillon. Au brouillon, avant de commencer ta disserte, faut vraiment que tu interroges le sujet à fond. C'est-à-dire que tu te poses la question pourquoi on me pose ce sujet, pourquoi c'est tel mot qui est utilisé, qu'est-ce que ça veut dire tel mot, essayer de définir le mot. Là par exemple dans Guerre froide, je sais qu'une des erreurs que j'ai faites et que certains autres n'ont pas faites, c'est vrai qu'ils ont une meilleure note que moi, ils ont peut-être passé 10 minutes à regarder tous les aspects de la guerre froide. Et donc il y a certains aspects comme par exemple la dimension de l'Arctique qu'ils ont eu et que j'ai pas eu. Qui fait que au lieu là d'avoir 13+, j'aurais peut-être eu 14 ou 15. Et donc en fait il faut vraiment au brouillon que tu regardes tous les mots et que tu regardes toutes les définitions possibles des mots. T'essaies au début de définir, tu trouves peut-être une autre définition, tu trouves toutes les formes que ça implique. Et pourquoi c'est ce mot qui est utilisé et pas celui-là. Et qu'est-ce que ça implique d'autre? Est-ce qu'il y a des implications économiques, géopolitiques, politique, sociale, géographique, etc. Tu te poses le plus de questions possibles sur pourquoi ce sujet-là, pourquoi ce mot est employé et pas un autre. Et ça peut être subtil des fois. Hein. Par exemple, au début de l'année, nous on a eu un sujet sur la mondialisation des enjeux sanitaires. Et bah la mondialisation des enjeux sanitaires, c'est pas la même chose que la mondialisation de la santé ou la mondialisation des médicaments. Il y a une nuance. En termes de découpage de temps, je te conseille, si tu as une carte, 20 minutes de brouillon de carte, 20 minutes de carte et 2h30 à peu près pour rédiger, c'est l'idéal. Le moment où tu fais ta carte au propre, tu peux soit le faire à la fin, soit au début. Il te reste quelque chose comme 10 minutes pour relire. Et si t'as pas de carte, je te conseille de faire quelque chose comme 45 minutes au brouillon, 3 heures de rédaction. Comme ça te laisse un quart d'heure pour relire. Comme ça, tu fais pas de faute d'orthographe parce que en vrai, c'est des points bêtement perdus. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Comment est-ce que tu apprends la géopo? C'est quoi la méthode pour travailler chez soi? En 2 ans, j'ai pu explorer pas mal de différentes techniques et je vais te dire lesquelles ont marché pour moi, lesquelles n'ont pas marché et pourquoi. Au début, je me suis juste dit que j'allais pas ficher, j'allais juste relire mes cours. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça pue la merde parce qu'en fait, tu te rends pas compte. Hein. Mais des cours, en fait, si tu notes tout ce que le prof il dit, t'en as quelque chose comme 2 copies doubles par jour. Donc rapidement, ça devient insoutenable. Et donc rapidement, je me suis dit 2 choses. Déjà, je vais ficher mes cours pour que ça soit plus court. Et en plus, je ne vais pas noter tout ce que le prof dit. Alors qu'il parle, essayez déjà de faire une petite synthèse dans ma tête pour résumer ces 4 phrases en une phrase. Ce que j'ai fait du coup ensuite, c'est je me suis dit je vais ficher les arguments. Comme ça, j'ai le plan du cours qu'elle a, j'ai tous les arguments du cours et comme ça, je rate pas une seule idée. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait ça pendant toute ma première année. Et ça, honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui fait que sans avoir à beaucoup réviser, je me retrouve avec toutes les connaissances sur le cours, tous les arguments, je les ai. En dissertation, je me débrouille. Le seul inconvénient, c'est du coup, t'as pas trop d'éléments factuels. Et que même si t'apprends peut-être les rêves théoriques, bah, tu manques cruellement d'exemples, de chiffres, etc. Du coup, j'ai commencé à afficher les rêves théoriques, à les mettre sur Anki, qui est une application de flashcard. En gros, tu as du recto verso et ça te permet d'apprendre. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, mais normalement, la plupart des gens en prépa connaissent. Sinon, je te conseille juste de regarder et de tester. Et donc, pendant que je fichais mes refs, en général, je vérifiais sur internet, par exemple la date, par exemple si c'est bien d'orthographier le nom, etc. Et donc, ça m'a permis en fait de découvrir d'autres articles à côté. C'est une manière assez intéressante d'avoir d'autres approches que ton prof, par exemple, il a pas vu, parce que il a beau être très fort, il a pas tout lu. Et il y a forcément certains articles qu'il a pas lu qui peuvent être intéressants. Ça te permet aussi en plus de voir certains éléments d'actualité. Ce que tu peux faire en plus de ça, c'est essayer de lire des livres. Je sais que nous, notre prof, il nous a forcé à lire un livre pendant l'été et en faire une fiche. Ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'utiliser ce livre-là à peu près dans n'importe quoi parce que je l'ai lu. Je sais ce qu'il dit dedans, c'est sur la Chine. Et honnêtement, vu que j'avais du temps pendant cet été, c'est vraiment super bénéfique d'avoir lu un livre. Par contre, le seul inconvénient de ces 2 méthodes, c'est que lire des articles à côté ou lire des livres, ça se fait assez rapidement perdre ton temps. Et en vrai, si t'abuses de ça, tu te retrouves à plus travailler autre chose et à être complètement largué. Ce que tu peux essayer de faire, que j'ai jamais testé, moi, c'est aussi de ficher un manuel.
fichier en manuel, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma classe qui fait ça et il majore à peu près tous les DS de Géopo. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il note le cours, il a son manuel à côté et après sur des fiches, il fait une synthèse des deux. Comme ça, il est sûr de rien oublier. Comme ça, si notre prof a un peu oublié, lui, du coup, il a son manuel comme filet de sécurité et vice versa. Maintenant, ce que je fais actuellement, je fais surtout deux choses. La première, c'est d'apprendre les plans de cours. Ça, je l'ai fait depuis la première année et ça, c'est honnêtement le meilleur conseil que je peux te donner. Le truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est apprendre les plans de ton cours. Juste, tu te poses devant une copie double au crayon à papier, tu réécris une première fois le plan, après tu caches et tu recommences jusqu'à ce que tu le connaisses par cœur. C'est trop important. Et si tu connais tes plans de cours, t'as déjà fait la moitié du boulot. Et pourtant, c'est pas très compliqué. C'est juste que la plupart des gens ont la flemme de faire ça et pensent que c'est mieux d'apprendre les stats de la pauvreté en Inde et les stats de l'IDH chinois plutôt que d'apprendre les plans de ton cours. Si t'apprends le plan de ton cours, t'as quasiment tous les éléments clés qui sont là dans ta tête. Donc t'apprends les plans de cours et ce que je fais aussi maintenant, c'est de ficher les éléments factuels en plus des refs. Donc je les mets aussi sur Anki et en gros, chaque jour après le cours, je fiche. Ça me prend quelque chose comme 1 heure par cours. Je mets tous les éléments factuels qu'on a vu dans le cours et je les fiche de manière à ce que ça me rappelle un argument qu'on a vu dans le cours. Tu vois, par exemple, si un argument c'est de dire que l'Inde, il y a des fortes inégalités, je vais pas apprendre 1 milliard d'éléments factuels sur l'Inde, etc. Je vais juste apprendre que la moitié des urbains en Inde vivent dans un bidonville, point. Et en fait, quand cette stat va me revenir, ça va me faire penser à l'argument qui fait qu'en fait, c'est comme si j'avais un peu appris l'argument. Et comme ça, je me débrouille à pas avoir des Anki avec genre 3000 éléments factuels par chapitre parce que sinon, il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, je note même pas tout en cours parce que s'il donne par exemple 3 stats pour dire que l'Inde est pauvre, j'en note qu'une. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces conseils t'ont été utiles. Tu vas pouvoir les appliquer et faire des progrès en Géopo. Même si, comme on l'a dit, c'est pas tout de suite que tu vas les voir. Sur le long terme, j'espère vraiment que ce sera utile. Bisous.